Donc, chers invités, pour plusieurs d'entre nous, les Assises montérégiennes 2016 présentent un point de départ, une amorce vers des accomplissements futurs. Mais j'aimerais prendre quelques minutes pour dresser l'historique de cette démarche amorcée depuis plus de 10 ans. Donc, c'est toutefois en 2008, après plusieurs échanges, que fut réalisé un premier colloque sous le thème « Les Montérégiennes, un avenir commun ». Donc, au sortir de cette conférence, les élus ont commandé la rédaction d'un diagnostic afin d'identifier les enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur des collines montérégiennes. Cet ouvrage, qui a été publié en 2012, a d'ailleurs servi de pierre d'assise à l'événement d'aujourd'hui. Donc, dans cette salle, chers invités, vous êtes réunis puisque vous êtes des intervenantes et des intervenants de tous les horizons. Économique, municipal, culturel, politique, patrimonial, environnemental, scientifique, et j'en passe. L'image qui me vient en tête, c'est telle une mosaïque. Oui, une mosaïque qui rassemble favorablement différents points de vue, évidemment, mais qui promettent aussi des échanges à la fois riches et variés. D'ailleurs, on va souvent ouvrir la discussion et on a très hâte de vous entendre. Donc, grâce à votre participation active et surtout constructive de chacun d'entre vous, nous pourrons atteindre l'objectif souhaité, c'est-à-dire amorcer collectivement une stratégie novatrice pour assurer, encore une fois, la mise en valeur de nos belles collines montérégiennes. Donc, aussi, l'événement d'aujourd'hui est public et sera couvert sur les pages Facebook de C3D Solutions. Donc, oui, on est branché en 2016 avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, on invite les personnes à l'aise avec les médias sociaux à nous suivre et également à réagir sur la page. Donc, sans plus tarder, on va débuter les travaux. Donc, la première étape qui consiste à faire un survol des enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur des collines montérégiennes. Pour ce faire, je cède donc la parole à M. Pascal Bigras, directeur général de Nature Action Québec, qui a piloté la rédaction du diagnostic paru en 2012. Bienvenue. Bonjour, M. Bigras. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, M. Murray, Mme Quinlan, chers élus, chers gestionnaires du territoire et amoureux des Montérégiennes, chers organisateurs des Assises, bonjour. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation à venir présenter les résultats de cette étude. Je souhaite d'entrée de jeu, évidemment, remercier la CRE Montérégie-Est pour avoir chapeauté l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, diagnostic et identification des enjeux relatifs à la protection et la mise en valeur des collines montérégiennes. Je vais essayer de ne pas trop le redire pendant ma présentation, qui vous a été proposée comme lecture préalable à notre journée. Alors, vous pouvez la sortir. Si vous l'avez avec vous, on va passer au travers dans la prochaine demi-heure. Ça va être un peu studieux, mais c'est comme ça qu'on lance malheureusement une démarche intellectuelle. On se remet dans le bain, on revient 4 ans en arrière. Alors, je vais justement faire un petit saut plus loin en arrière et je vais prendre le temps de revenir aux prémices qui ont mis en branle cette journée de travail. Alors, on se souviendra que le 23 mai 2008 s'est tenu le colloque « Les Montérégiennes, un avenir commun ». Alors, je vais ici présenter la déclaration des participants à cet événement. Alors, les participants déclaraient que les Montérégiennes constituent un patrimoine collectif qui doit être transmis aux générations futures, que la connaissance des Montérégiennes doit être enrichie et faire l'objet de diffusion et de sensibilisation, que la protection et la mise en valeur des Montérégiennes doivent devenir centrales parmi les orientations et les objectifs de tous les paliers de gouvernement et par les institutions, et que la protection et la mise en valeur des Montérégiennes doivent s'inscrire dans une vision commune, partagée et adoptée par tous. Alors, on était en 2008. Lors de cet événement, les participants jugeaient aussi nécessaire d'accroître la connaissance et la responsabilité de tous envers la protection et la mise en valeur, de faire valoir les Montérégiennes comme un ensemble, d'assurer une convergence interrégionale, de bien cerner les enjeux, d'identifier les moyens d'atteindre une protection optimale des Montérégiennes, de favoriser la concertation entre les intervenants pour bien répondre aux enjeux. Alors, c'est dans ce contexte, en partant de cette histoire de 2008, des acteurs de cette époque, que la table de concertation du Mont-Royal, la communauté métropolitaine, les conférences régionales des élus concernés par les différents territoires se sont concertés et ont identifié, à l'époque, la CRE Montérégie-Est comme porteur du dossier sur les Montérégiennes. Alors, le document que je vous présente aujourd'hui, le texte que je vous lis en partie, vient de Philippe Lebel. Alors, je voulais le remercier. Philippe a fait déjà cette présentation et il m'a permis d'adapter son document. Donc, merci à Philippe de la CRE Montérégie-Est à l'époque. Alors, la CRE a élaboré avec ses partenaires du ministère du Conseil exécutif, la CRE de l'agglomération de Longueuil, la CRE de Montréal, la CRE de l'Estrie, une démarche qui visait d'abord l'identification des enjeux relatifs à la protection et la mise en valeur. Il y a eu un appel d'offres public et c'est Nature Action qui a été choisi comme mandataire pour cette étude. Alors, Nature Action, on n'a pas travaillé seul, évidemment, pour élaborer le portrait diagnostique. Vous voyez les gens qui ont... Je ne sais pas si vous voyez bien.
Les gens à l'autre bout, vous voyez, vous êtes capable de lire ça? Vous êtes bon, vous n'avez pas besoin de lunettes. Alors, Naturaction a travaillé pour élaborer ce diagnostic avec des groupes locaux qui, au fil des années, des décennies, même dans plusieurs cas, avaient acquis une connaissance du territoire et on a mis à profit leurs capacités. Donc, les Amis de la montagne, l'Association du Mont-Rougemont, Corridor appalachien, Conservation de la nature, CEMO-Richelieu, le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire et la Fondation pour la conservation du Mont-Yamaska ont travaillé en concertation à l'élaboration du diagnostic que je vous présente maintenant. Ces collaborateurs étaient des gens tout indiqués pour aider à l'élaboration de ces portraits de nos chères collines. Leurs rôles et leurs activités sont très diverses sur le territoire, propriétaires de plusieurs centaines d'hectares. Ils font de la conservation en terre privée avec les propriétaires. Il y a aussi de la restauration de milieux naturels qui est faite par ces organisations, évidemment de l'interprétation de la nature, de la sensibilisation, etc. Ces organismes sont donc présents pour les citoyens, propriétaires privés et pour les municipalités depuis de très nombreuses années. Alors, évidemment, ces gens-là portent également ensemble un enjeu primordial pour la viabilité à long terme des milieux naturels des Montérégiennes, soit la connectivité. Alors, ces organisations travaillent depuis plusieurs années, souvent au-delà des limites des collines elles-mêmes, en réalisant des projets de protection et de restauration à travers le territoire, tout autour des Montérégiennes pour les relier. Parlons maintenant de l'origine des Montérégiennes. Là, je remonte un petit peu plus loin que 2008. Il faut se rapporter au Crétacé, il y a 125 millions d'années. Alors, contrairement à la croyance populaire, les Montérégiennes ne sont pas des volcans. C'est une colonne de magma qui serait remontée vers la surface par des fractures ouvertes et se serait refroidie et solidifiée au sein de roches beaucoup plus vieilles. Alors, la colonne de magma n'aurait jamais atteint la surface. C'est l'érosion de cette surface qui aurait ensuite contribué à l'émergence de nos merveilleuses montagnes que nous connaissons. Les 9 Montérégiennes, que sont les monts Royal, Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Yamaska, Saint-Grégoire, Brome, Shefford et Mégantic, s'alignent sur un axe est-ouest. Ainsi, le territoire étendu des Montérégiennes s'étend sur plus de 220 km, allant de Montréal jusqu'à Notre-Dame-des-Bois en Estrie, tout un territoire. Tous les calculs d'occupation du sol dans notre étude ont été effectués à partir de la définition du territoire du cadre écologique de référence du gouvernement provincial. Ainsi, pour donner quelques statistiques, on voit que forêts et friches représentent 76 % du territoire des Montérégiennes, soit 224 km². Le milieu bâti, 13 %, agricole, 10 %. Évidemment, dans le forêt et friches, il y a beaucoup d'agricoles, on en conviendra. Et les étendues d'eau, 1 %. Bien entendu, ces proportions d'occupation du territoire ne sont pas uniformes à toutes les Montérégiennes et on peut regrouper celles-ci en 5 grandes catégories de paysages. Et c'est une des difficultés de notre journée, de trouver le commun dans le particulier. Il y a beaucoup de différences entre nos montagnes, on l'a vu dans le document, et notre travail aujourd'hui, c'est d'arriver à se donner une vision commune tout en tenant compte des particularités, des nuances, des visions qui sont parfois, disons, parallèles, pour ne pas dire dans certains cas même divergentes, et c'est bien ici. Alors, les paysages urbains avec le Mont-Royal, donc je vous nomme les types de paysages, le paysage périurbain avec les monts Saint-Bruno et Saint-Hilaire, le paysage agricole avec les monts Rougemont, Saint-Grégoire et Yamaska, le paysage agroforestier et touristique avec les monts Brome et Shefford, et le paysage forestier avec le mont Mégantic. Grosso modo, on observe une augmentation de l'occupation du sol à des fins de l'urbanisation de l'est vers l'ouest. Et ces différences d'occupation du sol s'expliquent notamment par des questions de fertilité des sols des Montérégiennes localisées dans les basses terres du Saint-Laurent, mais aussi par plusieurs raisons historiques. Le Mont-Royal, alors un peu d'histoire, est la première colline montérégienne du Nouveau Monde. C'est en 1535 que Jacques Cartier gravit ce qu'on appelait à l'époque la Montaigne et lui donna son nom actuel. C'est la force motrice de l'eau qui amena les premiers colons à s'installer au mont Saint-Bruno au 18e siècle. Ceux-ci y observèrent un grand potentiel pour l'exploitation des moulins. On en a encore aujourd'hui. La seigneurie de Montarville y vit le jour en 1710. Vers la fin des années 1800, la seigneurie se transforma en site de villégiature de prestige où les riches Anglais de Montréal venaient passer leurs vacances d'été. Alors, ils prenaient le train, j'imagine. Le Mont-Saint-Hilaire fut concédé en 1694 à la seigneurie de Rouville.
créé en 1708 que Claude de Ramsay, c'est en 1708 que Claude de Ramsay se vit concéder par le roi Louis XIV une seigneurie incluant le mont Saint-Grégoire. On est loin dans l'histoire. Il ne faut pas non plus passer sous silence l'occupation amérindienne du territoire des Montérégiennes. Pour eux aussi, ces collines avaient une signification, une identité, et la toponymie de certaines collines ont une origine amérindienne. Par exemple, Yamaska est un toponyme originaire de la nation Abénakis. Selon certaines sources, le nom mégantic serait une déformation de magantic, signifiant gros bois ou gros arbre en algonquin. Donc, on a une influence de plusieurs siècles et de plusieurs cultures qui ont marqué ce territoire. L'histoire des collines ne peut pas se dissocier de l'histoire religieuse non plus du Québec. En effet, de nombreuses institutions se sont installées sur leur pourtour. C'est le cas notamment des Frères Saint-Gabriel au Mont-Saint-Bruno. Nommons également les Jésuites, les Pères Trinitaires, la Communauté des Sacrés-Cœurs, qui ont grandement influencé l'aménagement agricole à Saint-Bruno, ou encore l'abbaye cistercienne de Rougemont au Mont-Rougemont. Cette communauté religieuse a signé en 2008 la première réserve naturelle en milieu privé du Mont-Rougemont, protégeant ainsi 50 hectares d'une forêt dite refuge sur la colline. Donc, ils ont continué à être innovateurs, nos communautés religieuses. Plusieurs activités traditionnelles qui ont fasciné le paysage sont encore aujourd'hui pratiquées sur les Montérégiennes par les propriétaires, notamment la sériculture, pratiquée par les Amérindiens et ensuite par les colons de façon artisanale. La pratique de la sériculture à grande échelle sur les collines montérégiennes remontait à 1827 sur le mont Yamaska. Encore aujourd'hui, elle est la principale activité du mont Yamaska. La forte demande en bois au 19e siècle a aussi favorisé l'essor de plusieurs villages près des Montérégiennes. Les pratiques forestières n'étant pas aussi bien encadrées, les coupes à blanc étaient courantes à l'époque. L'exploitation minière a aussi façonné les collines. Pensons notamment au Mont-Saint-Grégoire au Mont-Saint-Hilaire et à Saint-Bruno. On disait à l'époque que le granit du Mont-Saint-Grégoire était une des plus belles pierres à monument au Canada. Les pierres de la carrière du mont Yamaska ont été utilisées pour paver les rues du Vieux-Port de Montréal. C'est au Mont-Royal que les Sulpiciens ont planté les premiers pommiers de la Nouvelle-France. Leur culture s'est répandue sur les pourtours des monts Saint-Bruno, Saint-Hilaire et Rougemont. Au mont Yamaska, ce sont des loyalistes américains dans les années 1810 qui débutèrent la pommiculture de la région. Vers les années 1880-1890, les premiers vignobles apparaissent sur les pourtours du mont Yamaska et Rougemont. Vers les années 1870, un changement dans le type d'agriculture a lieu, mettant fin à l'agriculture d'autosuffisance. Des fermes dédiées exclusivement à la production de lait pour exportation ont vu le jour sur les terres autour des Montérégiennes. Tous ces usages et activités ont encore lieu aujourd'hui sur les Montérégiennes. Ils font partie de l'histoire et du patrimoine de ces collines. Mais comme nous nous en doutons, ces usages ne sont pas figés dans le temps et sont en constante mutation et évolution. Ces mutations font aussi partie de l'histoire des Montérégiennes et de l'expérience humaine. Mme Quinlan nous en parlait tout à l'heure. L'histoire récente démontre qu'au fil du temps, de nombreux changements ont eu lieu quant à l'occupation et à l'usage du territoire. Cette image de l'évolution urbaine au Mont-Saint-Hilaire montre la disparition des terres agricoles et le morcellement de la zone forestière qui ont eu lieu entre 1958 et 2000 afin de créer des zones de développement urbain. Ici, en présentant cet acétate, le but n'est pas de juger de cette évolution qui fait partie de l'histoire, mais bien de constater ces faits. Tout cela peut nous aider à soulever quelques questions sur ce que collectivement nous souhaitons aujourd'hui pour l'avenir de nos Montérégiennes, autant pour son patrimoine historique, culturel que son patrimoine naturel. Parlons-en du patrimoine naturel. Par leur position géographique, les Montérégiennes sont situées dans la région où il y a la plus grande diversité biologique, le sud du Québec. Un élément saute aux yeux lorsqu'on regarde cette carte. Les Montérégiennes sont isolées les unes des autres. Pas toutes, mais la plupart. La connectivité entre ces montagnes assure la dispersion, la migration saisonnière et l'échange génétique entre les individus d'une même espèce. La connectivité améliore aussi la résilience, c'est-à-dire le retour à l'état initial, des écosystèmes suite à une destruction ou une détérioration. La connectivité améliore aussi la résistance des écosystèmes aux perturbations comme les changements climatiques. On va les vivre, ces changements-là. Ils sont programmés, on le voit dans l'actualité, la science le dit. Les changements climatiques vont avoir une influence importante sur nos Montérégiennes, principalement celles qui sont isolées.
On devra en tenir compte aujourd'hui. La majorité des forêts sont des peuplements âgés, épargnés des coupes à blanc, et elles recèlent plus de 40 écosystèmes forestiers exceptionnels, couvrant près de 2800 hectares. C'est énorme, ça, c'est 28 km². Les EFE des Montérégiennes sont composés de peuplements rares comme les chênaies rouges, des peuplements refuges d'espèces à statut précaire, des forêts anciennes et des combinaisons de ces types de peuplements. Il faut le dire, on le sait, vous êtes ici comme amoureux des montagnes, les Montérégiennes sont des joyaux de biodiversité, à la fois pour l'étendue des milieux naturels qu'elles représentent dans le sud du Québec, mais également pour la diversité d'espèces qui s'y trouvent, espèces communes et espèces rares. Voici quelques statistiques sur la diversité animale. Plus de 40 des espèces de mammifères du Québec sont présentes sur les Montérégiennes. Pour les oiseaux, on parle de près de 75 et pour les amphibiens et reptiles, c'est près de 70 Au total, c'est donc plus des 2/3 de la biodiversité animale du Québec qui sont présentes sur nos Montérégiennes. Ce n'est pas sans raison que les études à grande échelle géographique identifient les Montérégiennes comme des sites à haute valeur pour la biodiversité et la conservation. Cette information, celle que je viens de vous présenter, est primordiale pour prioriser les efforts de protection. Il n'est pas nécessaire de protéger partout, mais il faut protéger aux bons endroits. Actuellement, la protection légale sur les Montérégiennes oscille entre 0,5 % pour le mont Yamaska et 74 % pour le mont Mégantic. Alors, c'est un spectre immense de différence. La moyenne est autour de 26 %. Quand on parle de protection légale, c'est une protection qui permet la conservation à très, très long terme. Quelques espèces problématiques sont aussi présentes sur nos Montérégiennes. La grille du frêne, la renouée japonaise, le roseau commun envahissent les forêts lentement et menacent la biodiversité végétale de nos Montérégiennes. À différents niveaux, évidemment. Une attention particulière devrait donc être apportée à la gestion de ces espèces qui prolifèrent à cause de l'intervention ou de la non-intervention humaine. En plus des propriétaires directement concernés par l'avenir des Montérégiennes, on retrouve une multitude d'acteurs. Alors, on les voit ici. On a évidemment les villes qui sont les responsables de l'aménagement de notre territoire, mais il y a plein d'autres acteurs qui interviennent dans le territoire ou qui ont leur mot à dire. Et c'est très bien. On parle de l'UPA, des agriculteurs, les propriétaires de nos milieux naturels, la CPTAQ. Sans la CPTAQ, on s'entend qu'on n'aurait pas les Montérégiennes qu'on a aujourd'hui. Imaginez-vous pas de CPTAQ. Des ONG, qui sont des acteurs aussi impliqués, des usagers, des agences et de nombreux ministères. Et, je le redis, il ne faut pas oublier les propriétaires. C'est eux actuellement les intendants dans la plupart des cas, pas dans toutes les montagnes encore, mais dans les montagnes où nous, on collabore beaucoup, Naturaction, je pense notamment à Yamaska, Rougemont, c'est les propriétaires, les intendants qui font la conservation et la mise en valeur. Donc, une belle diversité d'acteurs dont on devra tenir compte aujourd'hui pour trouver des solutions d'action. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, les Montérégiennes sont situées dans le secteur le plus peuplé du Québec et dans un ensemble administratif complexe qui comprend plusieurs paliers de gouvernance. On trouve 3 régions administratives, Montréal, Montérégie, Estrie, la CMM, 9 MRC, 2 agglomérations urbaines, 24 municipalités et 4 arrondissements de Montréal. Ça en fait du monde, ça, qu'on doit concerter, mobiliser et travailler ensemble. Il y a des avantages et des inconvénients à ce grand nombre d'acteurs. Parmi les avantages, je vais rester positif, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par les Montérégiennes, intéressés par les Montérégiennes. Ce nombre, cette diversité d'acteurs permet de créer, à mon humble avis, un rapport de force solide pour obtenir des paliers supérieurs, des actions ou des moyens pour mettre en œuvre notre vision commune. C'est d'ailleurs une des recommandations que je vais vous présenter tout à l'heure. Les terres contiguës aux collines montérégiennes font partie des meilleures terres agricoles du Québec. C'est pourquoi l'agriculture façonne le paysage de nombreuses Montérégiennes. Plus particulièrement, la Montérégie, où se retrouvent 7 des 9 collines, est dominée à plus de 80 % par les activités agricoles. Près de la moitié des revenus provient de la production de fruits sur nos montagnes. L'agrotourisme est aussi une façon agréable de découvrir l'environnement des Montérégiennes et d'encourager les producteurs locaux. Je ne sais pas si on en a ici des producteurs privés dans la salle qui produisent du vin, des pommes. On en a-tu? On pourrait lever la main. On n'en a pas. On en a un. Excellent. Merci d'être là. C'est important que vous soyez là. On a besoin de vous entendre.
Certaines collines sont associées à la cueillette de la pomme, au vignoble et à la sériculture. Ainsi, vergers, vignobles et érablières se côtoient sur les pourtours des collines, attirant de nombreux touristes dans la région. Essayez d'aller à Saint-Hilaire le week-end de ce temps-là ou à Rougemont. Vous allez voir, ça prendrait des autoroutes. Les activités récréatives sur les Montérégiennes présentent une offre variée. Pour de nombreuses personnes, les Montérégiennes représentent leur unique accès à la nature. Moi et probablement bien d'autres personnes en Montérégie aimons et travaillons en environnement parce qu'on a pu baigner, côtoyer quotidiennement ou à tous les week-ends ce contact avec la nature sur une de nos Montérégiennes. Néanmoins, l'offre récréative présente des problèmes liés à la gestion d'usages non autorisés. De nombreuses personnes ici dans la salle pourraient vous en témoigner. J'aimerais ça ouvrir un petit aparté sur la présentation de l'étude pour mentionner que plusieurs d'entre nous sont intéressés à maximiser sur le territoire les activités qui vont favoriser ce contact comme nature. Principalement, pourquoi? Par affection pour les Montérégiennes et par envie de partager cet amour pour nos montagnes. J'aimerais vous interpeller aujourd'hui à penser ensemble tout spécialement à comment orienter ce rapprochement, ce contact comme nature qu'on souhaite tant. En sortant d'un modèle unique, il y a les modèles qu'on connaît, il y a peut-être d'autres modèles. Soyons créatifs pour inventer un tourisme axé sur le paysage ou la promotion de l'agrotourisme, par exemple. Mais soyons surtout vigilants à penser notre vision à long terme dans le respect des réalités propres à chaque colline et des usages qui ont fait le patrimoine de ces montagnes. Nous sommes responsables aujourd'hui de développer un mouvement. On espère qu'il va se poursuivre. On n'attendra pas un autre 4 ans avant soit de se revoir ou de passer à l'action, qui tient compte de toutes ces réalités et qui continueront d'évoluer dans le temps avec une vision viable à long terme dans le soutien des enjeux vécus par chacun d'entre vous sur vos différents milieux. Les collines montérégiennes font partie du paysage quotidien de millions de personnes. Elles sont des repères qui émergent de la plaine du Saint-Laurent et forment l'identité de plusieurs municipalités les entourant. Il n'y a pas de Saint-Hilaire sans le mont Saint-Hilaire. Il n'y a pas de Rougemont sans le mont Rougemont. Et quand on arrive de l'Avent, on voit nos Montérégiennes quand on arrive de Québec. Et là, on se dit « Ah, je suis arrivé chez nous ». Et ça, c'est le repère identitaire, visuel, auquel, pas juste ici dans la table, tous les Québécois qui vivent dans la région s'identifient. C'est un fardeau pour nous de préserver ce repère identitaire-là. On est 100 personnes aujourd'hui. Peut-être qu'on n'est pas assez. Le secteur forestier des municipalités adjacentes aux Montérégiennes génère des revenus non négligeables pour les producteurs de bois entourant ces collines. Les monts Mégantic, Rougemont, Yamaska et Brome présentent un bon nombre de producteurs forestiers et le volume de bois récolté est assez bon. Le recours à des pratiques de foresterie durable, telles que peuvent être prescrites par les plans d'aménagement forestier ou les plans d'aménagement multiressources avec option de conservation, permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre les capacités futures de la forêt. C'est possible, ça se fait déjà dans nos forêts, dans plusieurs de nos forêts. Il se dégage de ce portrait des Montérégiennes 4 enjeux fondamentaux: les paysages, l'environnement naturel, les activités de mise en valeur et le patrimoine naturel, culturel, historique et bâti. La deuxième étape du rapport était de faire le diagnostic et de déterminer quels sont les éléments qui font pression sur ces 4 enjeux sur nos Montérégiennes. La méthode d'évaluation de ces pressions que nous avons utilisée est calquée et adaptée de celle utilisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est un organisme internationalement reconnu. La méthode a été choisie en fonction de son objectivité et de sa reconnaissance à l'échelle internationale. Les constats qui s'en dégagent peuvent donc être partagés à différents intervenants et à toutes les échelles d'intervention. Il faut d'abord comprendre qu'une pression doit être évaluée sous 3 angles, soit sa sévérité, son étendue géographique et son caractère irréversible. La combinaison de ces 3 facteurs permet de déterminer l'ampleur globale d'une pression. Autant la sévérité que l'étendue sont évalués à 4 niveaux qualitatifs: faible, modéré, élevé ou très élevé. Prenons l'exemple qu'on a ici d'une tour de communication. C'est ça que vous voyez, là, c'est une tour de communication. Sur l'enjeu de l'environnement naturel. Pardon. Vous conviendrez que l'installation d'une telle tour nécessite la destruction complète du milieu naturel, donc une sévérité très élevée. Toutefois, son étendue géographique est très localisée et donc faible. Au final, l'ampleur de cette pression est faible sur l'enjeu de l'environnement naturel parce qu'on combine les deux. C'est la première étape. Mais il manque un facteur pour bien évaluer une pression, c'est celui de l'irréversibilité.
De la même façon qu'à la première étape, l'irréversibilité s'évalue de façon qualitative, faible, modérée, élevée et très élevée. Pour une tour de communication, on conviendra qu'il est peu probable qu'un retour en arrière soit possible. Ainsi, le dommage sur l'enjeu de l'environnement naturel est quasi permanent. Son irréversibilité est donc très élevée, ce qui fait que l'ampleur globale de la pression sur l'enjeu de l'environnement naturel pour une tour de communication est élevée. Alors, il faut répéter l'évaluation de l'ampleur globale des pressions, que je vous présenterai au tableau suivant, et faire la moyenne pour chacun des 4 enjeux que sont les paysages, l'environnement naturel, les activités de mise en valeur et le patrimoine, pour chacune des collines. Le tableau présente ici les résultats de l'étude. Chaque colonne présente une montérégienne, chaque rangée présente une des pressions. Les 13 pressions identifiées et étudiées sont le développement résidentiel, commercial et touristique, l'agriculture et la sériculture évidemment, la production d'énergie et l'extraction minière et gazière, les corridors de transport et services, l'utilisation des ressources biologiques, les activités récréatives, la modification des systèmes naturels, les espèces envahissantes, la pollution, les événements géologiques, les changements climatiques, la conversion des usages et les considérations administratives. Chaque interaction, colonne rangée, chaque symbole du tableau présente le résultat moyen de l'ampleur globale d'une pression pour les 4 enjeux et pour chacune des collines. On retrouve tout ça là-dedans. Prenons par exemple la pression du développement résidentiel sur le mont Brome. Il faut se rapporter à la première rangée, qui correspond à la pression du développement résidentiel, et la colonne du mont Brome. Le résultat est une ampleur globale très élevée en ce qui concerne les enjeux de paysage, de l'environnement naturel, des activités et pour le patrimoine. Tous ces enjeux étant combinés en une moyenne. Les annexes du document, qu'on a ici, que certains ont peut-être, présenteront les évaluations spécifiques. Mais comprenez que dans la présentation que je vous fais, c'était plus pertinent de présenter l'évaluation globale. On a ajouté une colonne aussi au tableau, soit celle de l'ampleur globale de la pression pour l'ensemble des montérégiennes et non uniquement une montérégienne, soit la dernière colonne. Ça permet de voir que 8 pressions sur les 13 de départ ont une ampleur globale élevée ou très élevée sur l'ensemble des montérégiennes. Donc 8 sur 13, ampleur globale élevée ou très élevée pour l'ensemble des montérégiennes. Ces pressions, on va les voir une par une, sont celles du développement résidentiel, de la production d'énergie et extraction, les activités récréatives non encadrées, les corridors de transport et de services, les considérations administratives, la conversion des usages, des espèces envahissantes et le changement climatique. Pour ce qui est du développement résidentiel, plusieurs développements au pourtour des montérégiennes et même dans certains cas à l'intérieur, au cœur des collines, brisent les liens naturels, les corridors et fragmentent le milieu naturel. Au niveau des activités récréatives, les sentiers illicites de VTT, de vélo, endommagent les boisés, créent aussi de la fragmentation. Au niveau des considérations administratives, une multitude d'acteurs se partagent la gestion et l'aménagement des montérégiennes. Par exemple, le Mont-Rougemont se retrouve dans 3 MRC, dans 3 municipalités. Les espèces envahissantes, le développement des réseaux de transport, l'horticulture ont augmenté la venue d'espèces exotiques. L'arrêt de la chasse dans certains secteurs serait peut-être à revoir, notamment pour la problématique du cerf de Virginie. La production d'énergie et extraction, puits et mines, que vous connaissez, ajoute des éléments discordants au paysage de nos montagnes. Les corridors de transport en termes de télécommunications en prolifération dans le paysage, plusieurs routes en construction sont en construction ou prévues au pourtour et au cœur des montérégiennes. Au niveau de la conversion des usages, il y a encore des conversions des usages agricoles traditionnels vers le résidentiel. Alors, il y a une importance de valoriser ces activités traditionnelles. Au niveau des changements climatiques, comme je le disais tout à l'heure, on n'y échappera pas. Et évidemment, les changements climatiques vont exacerber d'autres pressions qu'on retrouve dans le tableau, notamment celles des espèces envahissantes. On retrouve aussi, je ne sais pas si on voit bien, on retrouve aussi des pressions illicites très difficiles à contrôler. On en voit ici un exemple. Alors, c'est une immense ornière que vous voyez à l'écran. C'est sur une de nos montérégiennes. Alors, malheureusement, c'est une photo récente. Le diagnostic présente aussi un portrait sommaire à consulter pour chacune des montérégiennes. Donc, si vous êtes allé voir les fiches sur Internet, sur les fiches, pour chacune des montérégiennes, on retrouve l'occupation du sol, les principales pressions, les zones à prioriser pour la protection, etc. Beaucoup d'informations. Ces fiches sont très intéressantes pour comprendre et gérer les projets qui vont découler de la mise en œuvre de la vision commune adaptée aujourd'hui.
à la réalité de chaque colline montérégienne. Tous ces constats ont amené les acteurs suivants à formuler une vision commune pour l'avenir des Montérégiennes. Alors évidemment, ce n'est pas la vision des groupes, ce n'est pas la vision d'un groupe ou de seulement la Cré-Longueuil, c'est la vision commune de ces acteurs qui a été adoptée en 2025. Alors comme on va passer la journée à travailler sur la mise en œuvre de cette vision commune, je vais vous la lire. Alors en 2025, la population est sensibilisée à l'importance de protéger les Montérégiennes et reconnaît la valeur identitaire de ce patrimoine collectif. L'ensemble des Montérégiennes est protégé et mis en valeur par un aménagement intégré du territoire réalisé dans le respect du patrimoine naturel, historique, culturel et paysager. La protection et la mise en valeur des Montérégiennes sont incluses dans les documents de planification et les outils d'aménagement du territoire. L'accès à des sites de détente, de récréation et de ressourcement a été accru. Des gestes significatifs ont été posés en faveur du rétablissement de liens naturels pour connecter les Montérégiennes et les massifs forestiers entre eux. Et les acteurs politiques et socio-économiques partagent une vision commune de la protection et de la mise en valeur des Montérégiennes dans le respect des spécificités de chacune des collines. Alors, c'est ambitieux, c'est notre plan de travail pour la journée, mettre ça en œuvre. À cette vision commune se sont rattachées dans le document, si vous allez dans les dernières pages, 5 pistes d'intervention pour les années à venir. Alors, l'appropriation de la vision commune par l'ensemble des acteurs concernés par les Montérégiennes et à tous les niveaux de gouvernance est la première étape pour répondre à cette vision. Il faut s'approprier ce que je viens de lire. La tenue d'assises aujourd'hui est le point culminant de cette appropriation. Et cette première piste de réflexion va de pair avec une recherche de reconnaissance, un appel à un soutien par des programmes d'aide et à une recherche de perspectives de développement durable pour les secteurs qu'on veut valoriser, soit les secteurs agricoles, acéricoles, forestiers et touristiques. Cette piste fait appel à notre volonté ensemble à se doter d'une vision qui nous donnera les moyens d'agir et de répondre à nos rêves et à nos préoccupations. La mise en place d'une concertation interrégionale pour déterminer les objectifs qui permettent de répondre à la vision commune est aussi une orientation proposée. Pour organiser d'abord les assises aujourd'hui et développer un plan d'action et une stratégie cohérente pour l'avenir de chacune de ces collines et pour l'ensemble, mais aussi pour le futur. On souhaite qu'il y ait des suites. J'en parlais à M. Murray tout à l'heure. Il m'a dit « Oui, Pascal, il y aura des suites. On va poursuivre la démarche. » Une démarche qui vise une protection accrue des Montérégiennes. Il faut déterminer des stratégies ensemble pour accroître les espaces de protection, rétablir la connectivité. Ces stratégies visent à se doter de cibles de protection afin de contrer la perte de territoire forestier, de préserver les biens et les services écologiques rendus, d'assurer la protection des paysages identitaires qu'on aime tant, de consolider la connectivité naturelle, etc. Il faut avoir une démarche aussi qui vise la mise en valeur des collines. La piste d'intervention fait référence à la mise en valeur dans son sens global. Elle incite à promouvoir les activités écotouristiques, récréotouristiques et agrotouristiques réalisées dans une perspective durable, de promouvoir les biens culturels, les sites patrimoniaux et l'histoire des Montérégiennes, de soutenir les activités forestières, acéricoles et fauniques réalisées dans une perspective durable. La mise en valeur veut dire mettre en lumière, veut dire valoriser les activités, les usages et les caractères qui font les Montérégiennes et leur patrimoine. On n'a pas à tout changer. Il y a beaucoup de choses qui vont très bien sur nos montagnes. Il faut se le rappeler, se le redire et partir de ça. Parce qu'on met pas, ce que l'on ne met pas en valeur, quand on ne prend pas le temps de mettre en valeur, par exemple, la sériculture, par défaut, on dévalorise la sériculture. Et ce qui guette ensuite, ce sont des changements d'usage. L'aménagement durable est une dernière orientation ou recommandation. L'aménagement durable du territoire doit être présent dès l'élaboration des outils de planification, dans le respect de l'application de ceux présents. On a déjà plein d'outils de planification. Il doit toujours s'effectuer en amont du développement, que ce soit d'inscrire la protection des Montérégiennes dans l'agenda de planification des schémas d'aménagement, de mettre en place des règlements discrétionnaires, de poursuivre la mise en œuvre du PMOD ou encore d'inclure les Montérégiennes au sein des orientations nationales, des politiques, des lois en matière d'aménagement du territoire, de protection du patrimoine, etc. C'est une piste importante à développer, à mon sens, aujourd'hui.
Si on souhaite que la population et tous les acteurs, décideurs et usagers de ces collines soient sensibilisés à l'importance de protéger les montérégiennes et reconnaissent la valeur identitaire de ce patrimoine collectif, et si on souhaite aussi obtenir les moyens des paliers supérieurs pour favoriser la mise en œuvre de cette vision, on se doit de demander et d'inscrire cette reconnaissance formellement dans nos propres outils législatifs et administratifs. On va discuter notamment aujourd'hui de la meilleure façon pour faire ça. Est-ce que ce sera en fonction de nos outils urbanistiques actuels? Est-ce que ce sera en fonction d'une loi existante, qu'on va voir avec le dossier du Mont-Royal, ou d'une nouvelle loi, cadre, qui pourrait être émise via un bill privé? Je ne prétends pas avoir la solution seule. Je pense que c'est en équipe qu'on va la trouver. On devra établir ensemble cette solution pour la rendre crédible et homogène, parce qu'on se rappelle, c'est 9 montagnes extrêmement différentes. Pour terminer, mes vœux pour cette belle journée, rechercher une reconnaissance globale, forte et souple à la fois. Quelque chose qui va englober et qui va respecter chaque milieu, qui rende nos milieux vivants, évolutifs et plus forts car mieux préservés. On est en droit, comme intervenant sur le territoire, d'avoir le soutien technique et financier qui va de pair avec la responsabilité de protéger ce patrimoine québécois, pas seulement montérégien. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'on s'approprie la vision, qu'on la fasse vivre dans nos milieux, parce que la protection et la mise en valeur des montérégiennes reposent sur la mobilisation des communautés et de tous les intervenants. Ce n'est pas seulement la ville de Saint-Bruno qui va y arriver, ce n'est pas seulement la ville de Saint-Paul-d'Abbotsford, c'est tous les acteurs que j'ai nommés, s'ils adhèrent à la même vision, puis posent des actions cohérentes et convergentes qui vont faire qu'on va y arriver. Plusieurs ont des moyens terrains d'atteindre et de mobiliser et ont des connaissances qui ne sont pas toujours prises en compte. Il faut se concerter et mettre tous les acteurs autour des tables. Évidemment, pas 100 personnes, il faut que ça soit fonctionnel, mais il ne faut pas négliger les agriculteurs, il ne faut pas négliger, évidemment, les organismes de conservation, il ne faut pas négliger les ministères qui veulent fragmenter notre territoire en passant à toutes sortes de choses dont on a tellement besoin. Alors, c'est à tous et chacun de lever la main et de répondre présent sur le territoire pour aider la poursuite de cette vision. Et mon troisième vœu, c'est de s'organiser également en se dotant de structures de concertation pour maintenir et partager la vision. J'espère ne pas attendre encore 4 ans avant qu'on se revoie et qu'ensemble, on travaille à mettre en œuvre tout ça. Alors, encore une fois, merci aux initiateurs de ces assises. Je vous remercie pour votre attention. Désolé pour le caractère studieux. Louise Gratton va prendre la parole et elle va vous animer et vous réveiller, je la connais bien. Mais il fallait passer par un retour en arrière sur ce document et c'est la base de notre travail aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci.